Bonjour. Ce que je vais vous présenter assez rapidement, en à peu près une vingtaine de minutes, c'est comment est-ce qu'on peut se protéger à l'aide du facteur humain des erreurs qui peuvent arriver au bloc opératoire. On a tendance à dire que l'humain est la cause des erreurs, mais il ne faut pas oublier que c'est finalement l'équipe qui va nous permettre de récupérer tout ça. Je voudrais juste qu'on se mette au clair avant d'aller un petit peu plus loin sur ce qu'on appelle le concept de l'erreur. C'est une série de photos que je montre de façon systématique, juste pour montrer que quand on fait une erreur avec une décision aussi stupide que de mettre son lave-vaisselle devant son radiateur qui fait qu'on ne pourra jamais plus ouvrir son lave-vaisselle, c'est probablement soit parce qu'on était tout seul à prendre cette décision, ou parce qu'on était incompétent. En tout cas, c'est la première chose à laquelle on a envie de penser. Soit comme cette équipe-là, parce qu'on était en équipe, mais qu'on était toujours incompétent. La SNCF, c'est la décision qui avait été prise il y a quelques années de créer des trains qui n'étaient pas à la bonne taille pour aller sur les rails. Soit, comme on peut voir sur cette image, donc là on peut considérer que c'est une équipe qui est extrêmement compétente et qui fait néanmoins des erreurs. C'était juste une façon d'ouvrir la présentation pour signaler qu'on fait tous des erreurs, qu'on y est tous sensibles, même quand on est ultra entraîné et ultra compétent, comme l'armée de l'air française. En 2020, on a publié une tribune dans l'association Facteur Humain en Santé, dont je fais partie, pour aborder la problématique de l'erreur médicale comme si c'était une maladie. L'avantage de l'aborder comme une maladie, ça veut dire qu'on peut se permettre de la définir, qu'on aura des facteurs de risque, une épidémiologie avec des statistiques, qu'on peut élaborer un diagnostic, poser un traitement et surtout avoir des mesures de prévention. Les mesures de prévention pour que l'erreur médicale n'arrive plus, c'est de mettre en place tout ce qui est les compétences non techniques et le développement des règles de sécurité en facteur humain. Alors, d'où viennent les règles de sécurité en facteur humain? C'est quelque chose qui vient de l'inspiration de l'aéronautique. Moi, avant d'être infirmière anesthésiste, j'étais ergonome dans les cockpits d'avion. Et donc, j'ai débriefé pendant 7 ans des pilotes de ligne à Air France pour pouvoir identifier avec eux comment est-ce qu'on pouvait mettre en place des barrières de sécurité. Et il y a un accident qui est arrivé il y a 46 ans qui s'appelle l'accident de Tenerife, où il y a eu 583 morts. C'était l'accident le plus meurtrier qui soit arrivé pour l'instant dans l'histoire de l'aéronautique, où il n'y a pas eu quasiment pas de défaillance mécanique ni technique, mais qui est exclusivement lié à un défaut de communication entre la tour de contrôle et l'avion qui roulait au sol. Et les deux avions sont rentrés en collision au sol et il n'y a eu quasiment pas de survivants. À la suite de ça, United Airlines a mis en place des formations qu'ils ont appelées le CRM, donc le Crew Resource Management, comment manager des équipes, et qui ensuite sont appelées les Crisis Resource Management, comment est-ce qu'on peut manager les situations de crise, pour améliorer de façon spécifique la façon de communiquer et de travailler en équipe entre les pilotes et les copilotes pour que cela n'arrive plus. Et dorénavant, c'est devenu des formations qui sont obligatoires dans toutes les compagnies aériennes internationales. Alors, il y a plusieurs règles qui ont été mises en place, et ce que je vais détailler là, c'est les règles dont on pourrait nous s'inspirer au bloc opératoire pour pouvoir avoir des règles de sécurité strictes. Une des premières choses, par exemple, quand un avion commercial décolle, vous ne monterez jamais dans un avion sans qu'il y ait un briefing qui soit réalisé avant de voler. Le temps de briefing des équipages fait partie de leur temps de vol, c'est dans leur temps de travail. C'est pas un prétexte, c'est pas quelque chose au-delà duquel ils peuvent passer. S'il n'y a pas de briefing, il n'y aura pas de vol. Et ils ont un plan extrêmement clair à détailler, qu'ils apprennent quand ils sont à l'école, selon le FORDEX, c'est-à-dire qu'ils explorent les faits, ils explorent les options, ils identifient les risques, ils évaluent à l'avance les décisions qu'ils pourraient prendre, et ensuite comment est-ce qu'ils pourraient les exécuter et les contrôler. De façon typique, ils décident de faire un Paris-New York, en considérant qu'il y aura probablement des problèmes d'intempéries en arrivant à New York. Donc le plan A, c'est d'atterrir à New York. Le plan B, si on ne peut pas atterrir, c'est d'être dérouté sur X aéroport, et on fera comme ça. Ça veut dire que nous, quand on part par exemple sur, je sais pas, un risque d'intubation difficile, ou qu'on endort un gamin, ou qu'il faut qu'on fasse une induction en urgence sur un patient qui a 70 de SAD parce que c'est la 12e vague du Covid, on pourrait faire rapidement un petit briefing en disant le plan A, ça sera ça si tout se passe bien, mais néanmoins, si la complication la plus attendue c'est celle-ci, alors on fera ça et on ira chercher tel matériel qui sera à tel endroit. Il y a dans le bloc d'ORL de Necker à Paris, il y a une ORL qui s'appelle Barbara Cadre qui a mis en place
comme ça, des briefings courts. Elle fait quasiment que de la fibroscopie en bloc délocalisé. Donc, voilà, il y a un seul anest et un IAD, avec que des enfants qui ont quasiment tous des problèmes de santé graves, donc qui désaturent, qui ont des réserves très très faibles et qui désaturent à toute vitesse. Et donc quand ils sentent qu'ils sont sur un enfant qui est un petit peu risqué, ils mettent déjà en place l'élément derrière en disant ok, donc si ça ne fonctionne pas, alors on ira directement sur telle technique, etc. Ils font ce type de briefing. Alors nous, on n'a pas de choses formalisées, le Fordex, ça n'existe pas en santé, mais néanmoins, il existe quand même des outils qui sont disponibles sur la plateforme de l'HAS, qui est un peu sous-utilisée, mais en fait, il y a quand même plein de choses sur la plateforme. Et ça peut être des façons, dans vos blocs opératoires, s'il y a des moments où vous identifiez qu'il y a des endroits où ça serait intéressant de mettre en place des briefings de façon systématique, ça peut être un outil que vous pouvez utiliser. Par exemple, moi, dans mon ancien hôpital, on l'avait utilisé pour faire des briefs courts quand on faisait de la mater la nuit sur tous les codes rouges. Il y a une autre recommandation qui vient de l'aéronautique. Alors en aéronautique, les pilotes et les copilotes, ils se connaissent pas en général, en particulier parce que déjà les compagnies sont grandes. Et puis en plus, par exemple, Air France évite que deux pilotes se retrouvent tous les deux dans le même cockpit plusieurs fois d'affilée, parce qu'ils considèrent que c'est pas une règle de sécurité que les gens se mettent à travailler de façon implicite et que ça les empêche de travailler de façon formalisée. Donc ils ont des règles d'identification qui sont extrêmement claires. Il faut qu'ils reconnaissent tout de suite avec l'uniforme et avec leur badge qui c'est et à quelle fonction. Nous, au bloc opératoire, on a souvent du mal à se reconnaître. On est tous habillés pareil. On est tous habillés en bleu. On a un calot, un masque. Et puis souvent, en plus, on a en face des gens qu'on ne connaît pas forcément. Moi, du côté d'anesthésie, je sais à peu près qui est là. Mais en fait, en face, du côté de la chirurgie, je sais qui est le senior. Je vois à peu près qui c'est son interne. Mais des fois, il y a 3 personnes qui traînent. On ne sait pas trop si c'est des gens du labo, si c'est l'externe, si c'est le neveu de la secrétaire qui vient faire son stage d'observation. Et je vous mets au défi, quand vous allez au bloc opératoire, de connaître le prénom et la fonction de tous les gens qui sont là. Je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, clairement, c'est pas mon cas. Il y a encore des e-bots, je sais pas. Des fois, il y a des vacataires. Enfin, voilà. Et on a souvent du mal à s'identifier. Donc ça, moi, c'est ma tête pendant le Covid. Pendant le Covid, on avait encore plus de mal à s'identifier les uns les autres parce que entre les masques FFP2, les matériels de protection, on en avait partout quand il y en avait. Et on a eu pendant un moment ce type de calot où on s'identifiait de façon facilitée. Et résultat, on est pas mal à avoir gardé cette habitude-là. Moi, je travaille dans un bloc où il y a à peu près 30% de vacataires tous les jours dans l'équipe d'IAD. Pas parce qu'on est en manque d'IAD, mais parce que c'est un choix de l'institution, c'est comme ça, on a des fixes et des vacataires. Mais les résultats, ils tournent hyper souvent. Et eux, ils apprécient énormément quand ils passent dans les blocs opératoires où les gens sont facilement identifiés, de savoir à qui ils ont affaire tout de suite. Parce que quand on change de structure tous les jours, c'est quand même pas mal de savoir finalement qui est l'anest référent de la salle, qui est l'IBOD, qui est le CHIR, etc. Une des autres mesures qu'ils apprennent dans leur formation de CRM, c'est d'avoir tout le temps une communication positive, d'avoir tout le temps une communication ils travaillent beaucoup sur la résolution de conflits, sur la non-agressivité. Il est hors de question qu'un pilote et un copilote s'engueulent dans le cockpit sans être capables de communiquer. Ils n'ont pas de ressources, ils n'auront pas de renfort, ils n'auront pas d'appel à l'aide, il faut qu'ils gèrent ça entre eux. Donc ils ont beaucoup de formations de résolution de conflits que nous, on n'a pas. Et on n'est pas que deux, en plus au bloc, on a l'anest à gérer, on a le chirurgien à gérer, on a des fois l'IBOD à gérer, enfin voilà. Donc il y a beaucoup de triangulation qui se passe au bloc opératoire. Et garder en tête d'avoir toujours une communication qui soit et verbale et non verbale de façon positive. En fait, c'est pas que de la gentillesse. C'est pas que pour quand on rentre le soir et qu'on parle avec les gens avec qui on vit. C'était cool aujourd'hui, il y avait une bonne ambiance, c'était sympa, machin. Non. En fait, quand on fait des études en simulation, je sais pas si vous connaissez cette étude qui a eu lieu à Lyon. Ils ont fait passer 2 équipes en simulation dans 2 scénarios différents. C'était la même prise en charge, c'était le même scénario, sauf qu'il y en avait un où les transmissions étaient un peu agressives, étaient un peu agacées. Alors ils avaient même poussé le vis jusqu'à ce que le pyjama était un peu cracra, le facilitateur était pas très clean. Et puis après les ordres étaient donnés de façon un peu agressive. Et quand ils ont mesuré ensuite les résultats de l'équipe de la prise en charge, il n'y avait pas de différence significative sur leur stress ressenti. Il n'y avait pas de différence sur la durée de traitement de la crise, mais par contre, il y avait une vraie amélioration des performances cliniques dans le scénario où le facilitateur avait gardé une communication positive, alors qu'il transmettait les mêmes informations. Donc c'est pas seulement pour qu'il y ait une bonne ambiance au bloc,
qu'on se parle bien, c'est aussi pour améliorer la sécurité des patients. La communication sécurisée, vous connaissez sans doute, c'est le principe de la boucle en 3 temps. Les pilotes, c'est obligatoire. Ils n'ont pas le droit de communiquer autrement que ça. C'est-à-dire que quand la tour de contrôle leur donne une indication, j'en sais rien, baisser de 500 pieds, ils sont obligés de dire je baisse de 500 pieds et la cour de contrôle répond 500 pieds, ok. Nous, on n'est pas obligés de parler comme ça parce qu'on n'a pas de phraséologie au bloc opératoire, en tout cas pour l'instant. Peut-être que ça viendra un jour, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais ça reste des recommandations extrêmement fermes sur sécuriser les soins, en particulier en situation d'urgence. Donc là, ce qu'on a illustré, c'est avec l'adrénaline pendant l'arrêt cardiaque. C'est vrai que dans ce type de situation, on a envie de le faire. L'anesthésie demande 1 mg d'adrénaline, on répond ok, j'injecte 1 mg d'adrénaline en IV et idéalement, l'anesthésie devrait reboucler pour le 3e temps. On sait qu'il faut le faire en urgence. Je vous encourage à essayer de le faire de façon nominale quand vous êtes dans le quotidien. Quand vous injectez votre antibio au début, quand vous faites la Dexa au début, quand vous faites... moi, je fais de la pédiatrie, mais pas que de la pédiatrie. Donc, comme on n'en fait pas tous les jours, j'ai pris l'habitude systématiquement de dire « il fait 11 kilos, donc je fais tant de suff ». Parce que comme je le fais de façon routinière, et ben quand c'est l'urgence, c'est plus facile de le faire. C'est plus facile de le faire, et puis c'est plus facile pour l'anest avec qui je travaille de le recevoir. Parce que comme il est habitué à ce que j'annonce mes médicaments, il sait que Véronique, elle travaille comme ça, il attendra que je le fasse en situation d'urgence. De façon générale, tout ce qu'on fait pousser en situation nominale, c'est en situation d'urgence qu'on arrive à le mobiliser. On n'invente pas des choses en situation d'urgence. Les aides cognitives de crise, alors ce matin j'ai parlé avec les étudiants de l'école, ils m'ont dit que c'était un peu inégal, il y avait des blocs où il y en avait, il y avait des blocs où il n'y en avait pas. Je crois qu'il y en a ici en maternité, on m'a dit, et puis il y en a dans d'autres blocs. Est-ce que tout le monde voit le principe des aides cognitives de la SFAR ou d'autres sociétés savantes? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui ça ne parle pas? Bon, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Donc le principe, c'est d'avoir donc une aide cognitive qui rappelle les algorithmes de prise en charge dans les situations de crise. Si vous allez sur le site de la SFAR, il y en a adultes, pédiatriques, anesthésie et réa. L'idée, c'est que dans vos blocs opératoires, vous implémentiez ces aides cognitives, qu'elles soient très facilement accessibles. Personnellement, je ne crois pas aux aides cognitives qui sont disponibles sur les smartphones, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir attraper très rapidement. Donc, moi, je suis partisante du plus basique possible, donc un format papier plastifié, accroché avec des plombs au chariot, moi je pense que ça fonctionne très bien. Après, je demande qu'à être convaincu par autre chose, mais en tout cas, nous pour l'instant, on fait comme ça. C'est un héritage direct de l'aéronautique, et ça facilite ce qu'on appelle la conscience de la situation de toute l'équipe. C'est-à-dire que quand on lit une aide cognitive, et qu'on se met tous autour de l'aide cognitive, en disant, bon bah voilà, ok, donc là, j'identifie à haute, on est sur un choc anaphylactique de grade 2, parce que ça, et donc c'est ça qu'il faut faire. Ça aide à ce que tout le monde soit sur le même plan de ce qui est en train de se passer, en particulier du côté chirurgical. Des fois, c'est pas facile pour eux en fait de comprendre que nous, ça beurre de notre côté. Au même titre que nous, des fois, on a du mal à comprendre qu'ils ont du mal. En fait, souvent, ils ont un petit temps de retard sur le fait que nous, derrière le champ, on est en train de galérer parce que en fait, notre patient, il est en train de s'aggraver. Les aides cognitives, ça a été démontré de façon très forte que ça limite les erreurs, en particulier en situation de stress ou de pression temporelle, typiquement ce qui se passe en situation d'urgence, et puis en situation de fatigue. On travaille la nuit, on fait des gardes, on n'a pas le choix, c'est comme ça, les patients sont aussi malades la nuit, les femmes accouchent aussi la nuit, vous ne serez jamais aussi efficace entre minuit et 6 heures du matin qu'entre midi et 6 heures de l'après-midi. Ceux qui disent le contraire ont tort. On n'est pas fait pour travailler la nuit, c'est comme ça. Donc la nuit, multipliez les aides cognitives si vous en avez à disposition. Alors comment ça s'utilise une aide cognitive? On a souvent tendance à rentrer dans la crise, et puis une fois qu'on a commencé à faire des trucs, on prend l'aide cognitive, et puis on refait le truc depuis le début en disant « Ok, donc ça on l'a fait, ça on l'a pas fait, ça on l'a fait, machin », comme si c'était notre liste de courses une fois qu'on a fait le tour quand on est allé au magasin. C'est pas vraiment comme ça qu'elles sont pensées dans les autres industries à risque. Il y en a dans le nucléaire, il y en a en aéronautique. Ça, c'est des aides cognitives du centre de contrôle aérien de Rennes. C'est pas fait exprès, mais voilà. Quand j'étais allée visiter la tour de contrôle. Ils ont des formats papier, ils ont des formats accessibles, elles sont homogènes, elles sont toutes présentées de la même façon. Elles ont une adaptation locale. Ils savent tous que c'est une couleur pour les fiches réflexes et une couleur pour ce qu'ils appellent les fiches mémo. Et puis, donc, c'est ce qui relève de la connaissance et ce qui relève de la procédure. Et puis ils ont un ordre alphabétique pour ce qui relève des... Alors je me suis trompée, c'est pas réflexe mémo, là c'est crise et nominal. Tout le monde les connaît, sait où elles sont rangées, sait ce qu'il y a dedans,
connaît les chapitres de chacune, les revoit régulièrement, et ils sont obligés, quand ils rentrent dans une crise, de commencer par prendre la bonne aide cognitive. C'est comme ça que ça devrait être utilisé. Ça, c'est une aide cognitive d'une compagnie aérienne qui fait partie du... Alors, c'est encore du papier dans beaucoup de cockpits, mais pas tous. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont électroniques, mais celle-ci, c'est du papier, qui est un truc de prise en charge quand il y a une alerte de fumée et qui explique de toute façon claire, c'est ça qu'il faut prendre en premier. Donc à l'ASFAR, on en a. Ils en ont fait, c'est pas moi qui les ai écrites. L'avantage des aides cognitives, c'est qu'elles nous affranchissent de prendre des décisions en situation de crise. Tout à l'heure, avec les élèves IAD, on a abordé un accident qui est arrivé avec une patiente sur ventilation impossible, intubation impossible. L'idée, c'est justement, ça nous évite d'avoir à réfléchir et avoir à négocier avec son collègue. Il y a des gens qui ont déjà réfléchi en amont, à froid, qui ont fait des biblios, qui ont dit que quand on a fait de la laryngoscopie avec un senior, il faut passer à une alternative. Voilà. Donc on prend l'aide cognitive et on la suit. Dans les compagnies aériennes, ils sont également très formés à tout ce qui est leadership en situation de crise. Alors nous, on n'est pas formés. Le leader, par défaut, en général, c'est le médecin et le médecin le plus gradé. Enfin, en tout cas, le plus capé, le plus ancien. Ça se fait comme ça, de façon implicite. Et en fait, ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas vraiment formés à prendre le lead en situation de crise. Ils devraient être formés à avoir de la communication efficace, à avoir de la phraséologie efficace, à maîtriser les compétences non techniques, à parler de façon assertive. Donc, je ne sais pas qui, la dernière fois, a été pris dans une situation de crise avec Jean-Michel, le PUPH de 60 ans, avec qui on ne peut pas discuter. Ce n'est pas toujours très facile. Et ils devraient être formés à pouvoir faire des points de situation de façon régulière. C'est ce qu'on attend du leader. Quand il y a un leader en situation de crise, c'est important qu'il soit nommé de façon explicite, toujours. C'est ce qu'ils font dans les cockpits d'avion. Quand ils se refilent le relais, ils disent de façon explicite qui prend les commandes. Idéalement, le leader, il devrait être en retrait. Il a un rôle de chef d'orchestre. On dit toujours que c'est celui qui ne doit pas faire de gestes. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés travailler dans des hôpitaux militaires. Moi, quand je suis allée à Bégin, le leader du déchoc, il est au pied du lit avec les mains dans le dos. Et vraiment, physiquement, il est au pied du lit avec les mains dans le dos. Et on sait que celui qui a les mains dans le dos, c'est le leader, parce que c'est celui qui distribue les tâches, c'est celui qui prend du recul. Et pour avoir un bon leader, les aides cognitives, elles sont facilitantes. Parce que justement, elles aident à la distribution des tâches. Je voudrais juste parler de cet article qui aborde le leadership paramédical et qui justement permet de réfléchir un peu différemment que, comme Jean-Michel, c'est le PU qui a 60 ans, l'ANES le plus capé, il vient dans mon bloc et c'est lui qui va prendre le lead sur par exemple un arrêt cardio-respiratoire. En simulation, ils ont fait passer 2 équipes différentes. Alors c'est en Australie. En Australie, il n'y a pas d'IAD. Mais ils ont aux urgences, je sais pas s'ils ont des IAD d'ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas là ça se passe aux urgences. Mais aux urgences, ils ont des infirmiers qui ressemblent probablement à ce que seront un peu les IPA urgences. Donc ils ont des infirmiers, DE, puis ils ont des infirmiers qui sont formés avec une formation complémentaire et qui, entre autres, savent lire les ECG et sont capables de dire quand est-ce qu'il faut choquer ou pas. Et donc ils font passer en simu des équipes avec urgentistes, infirmiers non spécialisés et infirmiers spécialisés, et ils les font prendre en charge un arrêt cardio-respiratoire. Ils séparent en 2 groupes randomisés. Ils se mettent dans la configuration habituelle, c'est-à-dire un urgentiste, 2 infirmiers et un infirmier spécialisé. Et dans la moitié des groupes, ils prennent l'infirmier spécialisé et ils lui disent « Toi, ton seul rôle, ça sera d'être le timekeeper, donc la personne qui note ce qui se passe sur la feuille de temps, d'analyser le rythme et d'administrer le choc. Bon, nous, on s'en fout, on a des DSA, donc on ne fait pas cette tâche-là. Vérifier la qualité de la RCP de tes collègues, donc vérifier qu'on masse de façon efficace tout le temps, et inciter à l'administration d'adrénaline. Et tu ne pourras faire que ça. Donc ils le prennent comme ça, ils disent, toi, tu ne fais que ça, tu ne fais rien d'autre. Donc ils forcent un petit peu l'organisation. Ils les font passer, et puis en fait ils mesurent plusieurs choses. Donc ils mesurent la charge de travail du médecin. Bon, sans surprise, la charge de travail du médecin diminue parce qu'il ne prend plus en charge le lead de l'organisation de la RCP. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que quand ils ont chronométré, ils se rendent compte que par exemple, on défibrille plus tôt.
Et ce qui sauve les gens, quand on est sur un arrêt choquable, c'est de choquer. Donc c'est un vrai gain pour les patients. Ils se rendent compte, pareil, sans surprise, que le temps de correction de la RCP est plus rapide. Et pareil, sur un arrêt long, ce qui sauve les gens, c'est de minimiser le bas débit. Donc de masser de façon efficace, avec le moins possible de low flow. Donc là, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait un facilitateur qui massait mal dans le scénario, et puis il fallait qu'il soit corrigé. Et puis quand ils mesurent les médecins, surtout, ce qu'ils voient, c'est qu'en séparant en deux le lead, les médecins, plus vite, ils font leur boulot de médecin, qui ne sont pas le nôtre, c'est-à-dire de réfléchir aux causes réversibles ou non de l'ACR. Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Si c'est une hyperkaliémie, qu'est-ce qu'on a à faire mettre comme médicament pour réverser cet arrêt? Et c'est pour ça que quand on parle de leadership, je pense qu'il faudrait essayer, parce qu'on dit toujours oui, il y a les leaders et les followers. Alors je trouve ça un peu ingrat pour celui qui serait devant à montrer la direction, et puis tout le monde, en plus follower, j'arrive pas à trouver de traduction en français qui soit satisfaisante. Ça serait plutôt la personne qui se met au service de la situation plutôt que la personne qui suit. Mais en tout cas, le leadership partagé, c'est quelque chose qui existe. Et pour le coup, je pense que nous, les IAD, on a un vrai truc à jouer dans les situations d'urgence, où nous, on a un vrai leader paramédical à prendre pour justement décharger les médecins. La pire chose qui puisse arriver dans une situation de risque avec un arrêt cardio-respiratoire, ça serait que le seul médecin qui est leader, se mette à masser. Ça, c'est clairement pas comme ça qu'il faut essayer de s'organiser. Un autre schéma, alors quand on disait qu'on leur apprenait à parler de façon positive, on apprend dans les compagnies aériennes à parler avec ce qu'on appelle assertivité, c'est-à-dire réussir à exposer ses opinions sans marcher sur celles des autres, et avec ce qu'ils appellent une communication graduelle, c'est-à-dire de décrire ce qui se passe de façon factuelle, exprimer ce qu'on ressent, proposer une solution, et puis aller vers une conséquence positive. Typiquement, si on est sur échec de pose de masque laryngé et avec une personne qui s'obstine un peu, décrire de façon factuelle, c'est ton deuxième échec de pose de masque laryngé. Et attendre un peu. Des fois, ça suffit, ça permet de faire sortir la personne. Si ça fonctionne pas, on grade un petit peu au-dessus. Je me sens pas confortable, je suis pas très à l'aise, je sens que c'est pas terrible ce qui se passe. Ok. Si ça fonctionne pas, il y a la troisième étape. Je propose qu'on aille jusqu'à l'intubation. Et la quatrième étape, c'est vraiment de couper court en disant je serai plus rassuré pour la suite de la prise en charge si tu arrêtes et qu'on intube. Et quand ils apprennent aux pilotes et aux copilotes à communiquer, ils leur apprennent à parler comme ça de façon graduelle en respectant un petit temps de silence. Alors c'est pas une minute, mais voilà, 1 ou 2 secondes. Et comme ils sont habitués à communiquer comme ça, ils savent que quand la personne en face reprend un fait, c'est aussi pour les orienter peut-être vers un changement de décision. Juste à titre indicatif, les erreurs au bloc, il y a une étude qui démontre qu'il y a 43% des erreurs qui sont liées à un défaut de communication. Donc ça, on n'est pas surpris. On a souvent du mal à s'entendre ou à réussir à se comprendre correctement au bloc opératoire. Mais au sein de ces 43%, il y en a quasiment un quart qui rapporte que c'était en lien avec le fait d'hésiter à partager son inquiétude. Donc, soit parce que le gradient hiérarchique est trop fort au sein du bloc opératoire, soit parce que finalement, on n'a pas tellement été formé à prendre la parole de façon positive et sans s'agresser les uns les autres. Et donc, finalement, on n'ose pas forcément toujours aller au-devant de ce qui finalement était probablement une bonne idée. Le cas d'Hélène Bromillet, c'est un cas qui est assez connu d'une patiente qui est décédée en Grande-Bretagne, justement avec exclusivement un défaut de compétences non techniques. Elle a été opérée pour une intervention très bénigne, elle avait des polypes, enfin des sinusites à répétition. Elle est opérée pour septoplastie et polypes. Ils choisissent de lui poser un masque laryngé, bon pourquoi pas, ça se discute, mais en tout cas c'est ce qu'ils décident. Ils lui mettent un masque laryngé, l'anesthésiste est très compétent et expérimenté, l'ORL aussi, les infirmières aussi. Pose de masque laryngé, échec de pose de masque laryngé, ok, il décide d'approfondir l'anesthésie, c'est pas idiot, il n'arrive toujours pas à mettre son masque laryngé. Il décide, donc là il y a 2 choix, soit il réveille, soit il intube, il décide d'intuber, il curarise, il s'expose, il voit rien, il n'arrive pas à intuber, il persiste pendant plus de 20 minutes, pendant 35 minutes au total, et la patiente au total fait 20 minutes à 40% de SAT, parce que l'anesthésiste est pris dans un effet tunnel, parce que personne dans l'équipe n'arrive à récupérer ce qui est en train de se passer, parce qu'aucune infirmière n'a suffisamment d'assertivité efficace pour l'interrompre, parce que le gradient hiérarchique est trop fort. Et
finalement, ils décident de prendre le choix, une fois qu'elle est décurarisée, qu'elle se réveille spontanément, et puis en fait, elle ne se réveille jamais à cause de ces séquelles hypoxiques. Et ça, c'est un cas qui est très illustratif. Il est en ligne sur YouTube si vous voulez aller le voir. Il est même doublé en français. D'une patiente qui est décédée exclusivement par un défaut de travail d'équipe. Parce qu'il n'y avait pas de défaut de compétences. Ils étaient tous compétents. L'anest était formé à l'intubation difficile. Les infirmières savaient ce qu'il fallait sortir comme matériel. C'est vraiment l'équipe qui a mal communiqué. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, la dame, elle nous dit machin, nanana, c'est ses petites idées à elle et tout. Mais finalement, donc l'association Facteurs Humains en Santé, on a réussi, là en 2022, la SFAR, dans les dernières publications de RFE, il y a eu une publication de réflexion formalisée d'experts qui justement donne de façon stricte les recommandations pour le travail d'équipe et comment est-ce qu'il faut mettre en place le facteur humain au bloc opératoire. Donc, ce qui concerne le briefing, alors c'est pas des RPP, parce qu'on peut pas avoir de preuves directes, parce que c'est pas éthique. Mais par contre, donc c'est des RFE, donc c'est ce qui est recommandations formalisées d'experts basées sur la méthode GRADE et puis de la bibliographie de large spectre. Donc le briefing, c'est avis d'experts avec un accord fort. Le fait de mettre en place des briefings au bloc opératoire. Donc si vous essayez de mettre en place un briefing et puis que quelqu'un dit que c'est pas une bonne idée, eh ben si, depuis 2022, c'est une recommandation avec accord fort à la SFAR. La mise en place de la communication sécurisée, pareil, c'est accord fort. La communication positive, c'est pareil. Tout ce qui est aide cognitive de crise et utilisation de façon adaptée dans son centre, l'idée étant d'adapter ces aides cognitives avec les informations qui sont importantes pour vous. Donc par exemple, vous pouvez rajouter dessus, en fonction de la façon dont vous fonctionnez, le numéro du réa de garde, où est placé le chariot d'urgence, enfin, que sais-je. Et enfin, comme accord fort, il y a de former tous les personnels soignants confrontés aux situations d'urgence au facteur humain. Et on n'est pas formé au facteur humain. On a un peu de formation en simulation, on a un peu de cours comme ça ponctuels. Les internes ne sont pas encore très formés et on n'est surtout pas beaucoup formés à travailler ensemble. Et pour travailler ensemble, ce qu'il faudrait, idéalement, c'est qu'il y ait des vraies formations au facteur humain associées à de la simulation, comme ça existe en aéronautique. Donc je vous encourage, si vous avez le temps, d'aller sur le site de la SFAR, de télécharger les RFE. Elles sont divisées par chapitre, donc vous n'êtes pas obligé de les lire de bout en bout. Et comme ça, d'aller voir spécifiquement sur chaque petite question qu'on a abordée aujourd'hui, la com, le briefing, la mise en place de la communication sécurisée, ce qui est recommandé. Vous avez la bibliographie. Donc si vous voulez mettre ça en place dans vos services, ça vient souvent des IAD en fait, ce genre de proposition. Ça vient rarement des médecins. Ça permettra d'avoir un étayage et puis de leur rapporter qu'il y a des vraies recommandations autour de ça. Voilà. Et ça, c'est les gens qui ont écrit les recommandations. Merci. Alors juste à titre indicatif sur les recommandations, il y a des médecins, mais pas que, donc on était assez fiers. Il y a des paramètres qui ont participé à l'écriture. Il y avait plusieurs paramédicaux dans le comité de relecture. Moi, j'étais dans le comité de relecture. Et puis, il y a des gens, en fait, qui ne sont pas soignants. Il y avait des sociologues et des ergonomes qui nous ont apporté leurs réflexions. Et des gens qui étaient aussi issus d'autres industries. On a eu des pilotes et des contrôleurs aériens qui ont relu nos recommandations. Donc, on était assez fiers de pouvoir coécrire à plusieurs mains et pas seulement avec une expertise de médecin et donc avec plusieurs regards différents. Et en plus, on avait presque le même nombre de femmes et d'hommes. On était contents. Merci Véronique. Est-ce qu'il y aurait une question dans l'assistance ? Moi, j'en ai une. Je voudrais savoir si j'ai bien compris que toi, ça faisait partie de ton quotidien, dans ton exercice, mais je voudrais savoir si c'est quelque chose qui a infusé dans ton service et à quelle vitesse et comment ça s'est passé. J'aimerais bien que tu nous racontes l'histoire. Alors, ça, c'est assez lent, on va pas se mentir. Je pense qu'il y a un vrai truc générationnel qui est en train de se jouer. C'est je le disais tout à l'heure quand j'étais avec les élèves IAD. Je pense que les internes qui arrivent maintenant sont extrêmement sensibilisés à ça. Je pense qu'il y a deux choses qui ont joué. Les gens ne veulent plus être détruits par leur travail.
Et donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de réflexions autour de, OK, comment est-ce qu'on fait pour travailler de la façon la plus sécuritaire possible, que quand on rentre le soir, on ait l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait et de ne pas être ce qu'on appelle la deuxième victime quand on est impliqué dans une erreur médicale. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer par rapport à d'autres générations. Je pense qu'il y a plus de place pour accepter... l'équipe, la parole paramédicale dans certains endroits, en tout cas chez les jeunes internes. Et puis je pense qu'il s'est passé vraiment quelque chose autour du Covid. Je pense qu'on a tellement travaillé dans des conditions subies et dégradées pendant le Covid que j'ai l'impression qu'il y a eu une vraie volonté derrière, dans certains endroits, de vouloir remettre les choses les plus claires et les plus carrées possibles. Parce que justement, on a fait ce qu'on pouvait et c'était pas toujours bien fait. Et de se dire que, OK, il y a ce qui se passe, ce qu'on ne peut pas prévoir, ce qui se passe en situation extrêmement dégradée, et puis en fait, il y a comment ça devrait se passer quand finalement il y a suffisamment de monde au bloc opératoire, qu'on n'est pas dans des situations impensées à l'avance, etc. Ouais, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Véronique, moi j'avais une question. Par quoi commencer en pratique là? Moi demain, je vais au bloc opératoire, je me dis que c'est une très bonne idée de faire ça. Je commence par quoi? Le briefing, le débriefing, on fait quoi? On imprime une fiche de la SFAR, on fait quoi? Faut commencer par... soit ça commence par un besoin, parce qu'il y a quelque chose qui est exprimé et qu'on se rend compte que il y a eu 3 accidents ou 3 incidents ou 3 presque accidents dans le dernier trimestre et c'est ça qu'il faut aborder. Soit il faut y aller petit à petit. Dans mon ancien hôpital, les calots nominatifs, l'identification facilitée, clairement c'était arrivé avec le Covid. Parce qu'il y avait eu tellement de turnover, tellement de renforts, tellement de gens, on l'a fait pendant le Covid et puis après c'est resté une habitude. Alors on n'est pas obligé d'avoir des calots nominatifs super jolis. Un coup de sparadrap, ça fonctionne très bien. L'idée c'est juste que ça soit efficace. Et moi, dans mon hôpital aujourd'hui, ce qui a fonctionné, c'est quand on a commencé à intégrer les aides cognitives. Donc on a commencé à intégrer les aides cognitives, on les a présentées à l'équipe, et puis resta quand on fait des séances de simu, on s'entraîne sur les aides cognitives, et puis en tirant le fil à partir des aides cognitives, on a commencé à aborder d'autres choses. Voilà, les choses elles viennent petit à petit. Il y a aussi quelque chose, c'est qu'avant il n'y avait pas encore de RFE, donc en fait on pouvait s'appuyer sur rien, il n'y avait pas de vrai reco. C'était moi je pense qu'il faut faire ça, mais en vrai il n'y avait pas de preuves. Là, les RFE, elles permettent quand même d'asseoir les choses. Et donc ça permet de faciliter la mise en place quand il y a des résistances, des fois, voilà. Les RFE de la SFAR sur facteur humain en situation de crise, elles sont à prendre au même pied de la lettre que la prise en charge de l'éclampsie. Enfin, c'est recommandation de bonne pratique. Est-ce qu'il y avait des questions posées à Véronique? Moi, j'en ai une dernière, excuse-moi, et après, je te jure, je te laisse. Moi, j'ai une question, c'est tout à fait intéressé. Par quoi tu préconiserais, puisque on a bien compris qu'il faudrait tous être formés, donc en formation IAD, qu'est-ce que tu préconiserais comme formation de base à avoir à l'école d'IAD? Le mieux étant qu'on est dès l'école d'infirmier, on est d'accord? Mais pour former les gens... Ouais, tu te doutes que ma question est intéressée. C'est-à-dire comment toi tu peux former les élèves comme enseignement pour débuter et pour avoir un socle initial moi je pense qu'il faut faire passer tout le monde. Alors en plus ici vous avez un centre de simu qui visiblement tourne très bien. Ouais. Faites passer les élèves IAD sur 2 scénarios avec des objectifs pédagogiques exclusivement non techniques. En n'étant pas trop ambitieux, en débriefant un seul objectif pédagogique, un seul objectif de compétences non techniques. Vous avez les RFE sur lesquels vous appuyez. Donc si vous voulez débriefer, de la boucle de communication, vous prenez les recos. Moi je crois beaucoup à la simu. Je pense que former les gens au facteur humain, moi, je trouve ça passionnant parce que je viens avec mon master de psycho et que ça m'éclate, mais quand même, ça n'intéresse pas tout le monde. Et l'idée, c'est pas de former les gens à comment fonctionne notre cerveau. L'idée, c'est de former les gens à avoir des méthodes efficaces et sécuritaires. Les pilotes, on leur explique pas forcément à tout prix pourquoi est-ce qu'il faut utiliser la double vérification. On leur fait pas un cours de 4 heures sur comment ça marche, la mémoire à court terme. Non, on leur dit en fait t'es obligé de faire ça. En fait, c'est la bonne pratique, c'est ça. Au même titre que quand je prends les recommandations de, l'algorithme,
je disais tout à l'heure de l'éclampsie, je remets pas en cause la dose de magnésium. Enfin, tu vois, il y a quelqu'un d'autre qui l'a pensé pour moi. Et donc là, je pense que en fait, c'est vers ça qu'il faudrait qu'on se dirige. C'est de former les gens en disant voilà, en fait, la bonne façon de travailler, les recommandations, c'est celle-ci. Et les gens que ça intéressera, eh ben, ils iront chercher plus loin. Il n'y a pas de problème. Il y a des DU, il y a des formations là-dessus, il n'y a pas de problème. Merci.